Okay. Bon, bonjour tout le monde. Martin Sauvé, je suis architecte de solutions chez Red Hat. Combien parmi vous ici sont membres du ROG, viennent régulièrement à notre Users Group? OK. Alors, c'est un peu dans la lignée des Users Group aujourd'hui. Ça va être une présentation plus technique. On va parler de produits spécifiques ou de façon de faire les choses très spécifiques. Ça doit être le plus gros ROG à vie. Okay. On n'a jamais eu autant de monde que ça au ROG. Puis pour ceux qui sont intéressés, qui ne sont pas inscrits au ROG, on peut prendre vos noms par la suite puis vous inviter. C'est sur Meetup, puis on fait des ROG peut-être une fois ou 3 mois sur toutes sortes de sujets. Alors les sujets qui vous intéressent, vous pouvez venir, vous pouvez passer certains ROG, peu importe. Vous pouvez même parler à nos ROG de vos expériences avec les produits Red Hat. Ça vous va? Bon, alors aujourd'hui, je vais vous parler plus du côté développement des containers. Comment on fait pour développer des applications en container? Oui, on va parler des microservices. Le but, c'est pas de faire un cours complet sur les microservices, sur c'est quoi un microservice, mais on va servir des microservices comme exemple pour développer un container. On va parler aussi d'applications plus traditionnelles, plus Java, quels sont les outils disponibles, puis la façon de faire, certaines façons de faire pour packager efficacement des containers. Ça vous va? Ça va être interactif, il va y avoir des quiz. Okay. J'ai 2 quiz de prévus. Alors, j'espère que vous allez être prêts. J'ai une présentation peut-être une demi-heure, puis après j'ai un démo avec plusieurs produits, dont des produits bêta. Alors, on se croise les doigts, puis on verra comment ça va aller. OK? Bon, déjà... Bon, juste en guise d'introduction, on va parler de tourisme japonais. Alors voici le Oshi Ryokan ou Ryokan, je ne sais pas comment prononcer. C'est finalement une auberge au Japon, okay? Fondée en 718. Alors ça fait quand même longtemps. 46 générations de management pour l'auberge. 1300 ans en affaires. Combien de compagnies ici qui sont là depuis 1300 ans? Non, pas beaucoup. Voilà. Bon, évidemment, c'est un record Guinness de la business qui est là depuis plus longtemps. Okay? Pourquoi je vous montre ça? Finalement, une étude de Yale ici qui montre le life expectancies finalement des compagnies aujourd'hui, on voit que ça va en décroissant. Okay? Les compagnies avant vivaient 50, 60 ans, maintenant c'est beaucoup plus rapide, okay, le taux de survie d'une compagnie. Alors, d'après cette étude-là, 75% des compagnies d'aujourd'hui vont être remplacées d'ici 2027. Okay? Alors, il y a beaucoup de changements qui opèrent. Le professeur de Yale qui a fait l'étude emploie cette phrase ici. Finalement, il faut embrace creative destruction. Okay? Vraiment aller... on sait qu'il y a beaucoup de changements, ben, il faut sauter dans ces opportunités-là. Okay? Puis même la fameuse auberge d'avant, il y a des nouvelles lois au Japon qui fait que sa survie n'est pas assurée. Okay? Alors depuis 1300 ans, les changements évoluent, même ce genre de business-là peut être affecté. C'est ma petite introduction, vous en avez vu plusieurs aujourd'hui. Ça revient un peu tous au même. Okay? Il y a beaucoup de changements, il faut répondre à ces changements-là. Une des façons de répondre à ces changements-là, c'est d'aller vers une architecture plus microservices. Okay? Ce que c'est, finalement, les microservices, il n'y a pas vraiment de définition précise. Okay? Alors, je vais vous donner quelques pointeurs. Êtes-vous un peu familier un peu avec les microservices? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez regardé, vous avez étudié, vous avez essayé dans votre compagnie? Est-ce que c'est très de base peut-être? Ou ouais, OK. Finalement, c'est une architecture de système distribué. Okay? C'est rien de nouveau, hein, on s'entend. Ça fait longtemps qu'il y a des systèmes distribués. C'est une autre façon de faire des systèmes distribués. Une des questions clés pour s'assurer qu'on fait des microservices comme du monde, c'est quand je fais un changement, est-ce que ça touche seulement ce microservice-là? Est-ce que je peux changer mon microservice sans affecter ce qu'il y a autour? Okay? C'est une des clés principales ici, puis quand on a réussi ça, on a une architecture microservice qui se tient debout finalement. Bon, le but ici, c'est pas de faire de vous les experts en microservices, mais on va quand même parler de certains concepts. Okay? Puis comment le développement de logiciels aujourd'hui est impacté par ces concepts-là, puis les outils qui existent, et ainsi de suite. Certains concepts, si vous regardez la littérature sur les microservices, ces concepts-là reviennent.
Loose coupling, OK? C'est là depuis SOA, c'est là depuis longtemps. C'est finalement, chaque service est indépendant et isolé des autres services. Une autre clé ici, qui est une question très culturelle finalement, c'est tout ce qui est cross-functional teams ici. Quand on parle de microservices, on ne parle plus d'équipes, par exemple une équipe de database, une équipe de middleware, une équipe de UI. On va parler d'une équipe intégrée, centrée autour d'une fonction d'affaires. Okay? Alors il y a une notion de culture d'équipe ici. Resilience, c'est un côté clé des microservices. Il faut que ça soit designé, fabriqué pour tomber, pour qu'il y ait des failures. Okay? Il faut que ça puisse récupérer en cas d'échec. Right tool for the right job. Okay. Alors, les technologies hétérogènes, important. Okay. Pas seulement Java, pas seulement .NET, pas seulement Python. Vraiment le bon outil pour le bon problème. L'autre notion qui est importante, product not project. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire. Quand on parle de product, okay, quand on met un produit sur le marché, on est responsable du début à la fin du produit. Okay? Alors, s'il y a un problème avec la garantie, ben, il faut supporter le produit et ainsi de suite. Alors, les équipes de dev, dans ce nouveau monde-là, okay, puis c'est vraiment une philosophie DevOps aussi, les équipes de dev sont responsables d'un produit. Okay? Alors, quand on met un software en production, ce n'est pas un projet, c'est un produit. On est responsable, même après la production, de supporter ce produit-là. Scaling, il faut que ça soit designé pour le scaling. Smart Endpoint Dump Pipe, tout est dans la connectivité elle-même et non dans la logique derrière. Okay? J'en parlais tantôt. Et finalement, une culture d'automatisation. Okay? C'est important d'automatiser parce qu'on va avoir beaucoup de composantes à déployer. On a parlé tantôt de container sprawl et tout, mais il faut pouvoir gérer ça efficacement avec l'automatisation. L'intégration est la clé. Okay? Comment intégrer tout ça comme du monde? On parle beaucoup aujourd'hui d'API-driven. Alors, beaucoup d'intégration par API. Okay? Alors, avec des services REST, par exemple, avec des API bien définis, okay? Publiés avec des technologies comme Swagger, par exemple. Beaucoup de messaging. Okay? Le messaging backbone prend une importance très, très capitale aussi. Et finalement, transformation et pattern d'intégration, j'en parlais tantôt. Quand on développe des microservices, puis je vais essayer d'adresser ça dans la démo tantôt, voici quelques questions, quelques concerns de vos équipes de développement, ou si vous êtes des développeurs, quelques concerns que vous devriez avoir. Comment je fais pour rouler les microservices localement? Okay? En tant que développeur, je ne veux pas avoir à pousser sur un serveur tout le temps, je vais être capable de rouler mon container localement, s'assurer que je peux le déployer, je peux avoir le cycle de vie local, puis le tester localement avant de l'envoyer sur un environnement intégré. Comment je fais pour packager mon microservice? Okay? Pour s'assurer qu'il va rouler dans tous les environnements, qu'il va être packagé comme j'avais prévu, okay? Que tous les dépendances ou tous les endpoints qui doivent communiquer soient bundlés avec le microservice. Comment je fais pour le configurer? Okay? Il y a sûrement la configuration à passer. Le microservice n'est pas nécessairement pareil en production, en QA, et ainsi de suite. Le concept même d'un microservice, c'est que c'est un système très distribué, fine-grain. Okay? Donc, j'en ai ramassé avec beaucoup de microservices. Comment je fais en production, par exemple, pour l'isoler? Okay? Comment je fais pour m'assurer que s'il y a un problème avec un microservice, ben, je ne contamine pas tout le reste? Okay? Puis je dis avec les microservices, mais vous pouvez voir, c'est des concerns qui sont pas mal universels. Ce n'est pas seulement avec les nouvelles façons de faire les choses. Il y a des choses qui se répètent. Là. Que ce soit du développement Java, ben, comment on fait pour le rouler localement? Comment on fait pour isoler des autres, et ainsi de suite? Une des clés aussi, c'est comment je fais pour découvrir les services. Okay? Comment je fais pour savoir ce qui existe déjà et comment je fais pour les consommer. Ça se rapproche aussi de certains concerns au niveau SOA, Service Oriented Architecture, qui est là depuis des années. Okay? On fait juste exacerber ces problèmes-là, ou ces concerns-là, okay? Parce qu'on fait des services qui sont très fine-grained et très isolés. Bon, chez Red Hat, puis je vais parler des produits. Je vais parler beaucoup de produits Red Hat parce que je vais montrer dans ma démo. Puis c'est un genre de level set ici, un petit peu, là, pour s'assurer que tout le monde est au courant des produits, okay, des différents produits, puis comment ils jouent ensemble dans la démo. Trending. Alors évidemment, les containers, c'est partout aujourd'hui. Tout le monde parle de containers. Tout le monde parle d'intégration par API, de cloud et d'horloge, non, de time to market. Voilà. Okay? Alors, c'est des choses qu'on entend tout le temps aujourd'hui chez nos clients. Okay? Puis comment on adresse ces problèmes-là, ces questions-là. Le premier produit que je vais montrer aujourd'hui, que je vais me servir pour bâtir mes microservices, c'est JBoss Fuse. Okay? JBoss Fuse, c'est notre plateforme d'intégration. Okay?
On parle de Smart Endpoint pour les microservices, tout est dans les connecteurs. Alors, on a 200 quelques connecteurs qui sont faits pour adresser plusieurs besoins, plusieurs technologies. Okay? On parle beaucoup aussi avec Fuse de ce qu'on appelle les Enterprise Integration Patterns. C'est des façons d'intégrer déjà prédéfinies qu'on peut réutiliser partout dans l'entreprise. Et Small Footprint, c'est important. Okay? On ne veut pas, si on déploie 1000 microservices, on ne veut pas un engin d'intégration qui a un footprint énorme. Ça va coûter beaucoup trop cher. L'autre produit, OpenShift Enterprise. Êtes-vous tous familiers avec OpenShift? Avez-vous déjà tous entendu parler d'OpenShift ou un peu? OK. Quand même? OK. Alors, ce que c'est OpenShift, finalement, c'est une plateforme de déploiement puis une plateforme de cycle de vie pour les containers. OK? Alors, on offre des services pour les applications déployées en container. Ces services-là utilisent Docker derrière. Okay? Alors, on utilise le format de container derrière pour isoler les containers un à l'autre pour déployer les containers. L'autre technologie qui est utilisée pour orchestrer les containers, okay? Souvent les containers, surtout dans un monde microservice, vont dépendre d'autres containers, vont avoir des relations entre plusieurs containers. Derrière, c'est Kubernetes, le projet de Google, okay? Qui va s'assurer de la découverte de ces services-là, de la réplication, du cycle de vie, de l'orchestration de tous ces containers-là qui roulent ensemble. Et l'autre point d'OpenShift, c'est ce qu'on appelle le user experience, c'est s'assurer que la communauté de développeurs, la communauté des opérations et tout, ait un accès facile à OpenShift, puis que ça soit intégré avec leurs outils avec lesquels ils sont habitués de travailler pour automatiser les processus. Okay? Alors on parle de Git, on parle de Jenkins, on parle de Maven, des outils qui sont couramment utilisés dans le monde DevOps. Voilà. OK? Vous êtes des experts OpenShift Fuse maintenant? Ça vous va? Alors pourquoi JBoss Fuse, je vais l'utiliser pour faire des microservices? Encore une fois, très très petite librairie Java. Okay? Pas un footprint énorme. Donc pour faire l'intégration, je veux juste avoir un petit footprint dans des services. Je ne prends pas beaucoup de ressources sur ma machine, je peux augmenter ma densité de services et ainsi de suite, et réduire mes coûts. Finalement, Fuse, ce que c'est, oui, c'est une plateforme d'intégration, on peut voir ça comme un toolkit pour des applications distribuées. Okay? Je n'ai pas besoin d'avoir un serveur Fuse qui roule. Là. Je peux déployer mes composantes de Fuse à l'intérieur de mes applications pour utiliser, par exemple, les Smart Endpoints pour me connecter à SAP. Okay? Ou à n'importe quel système, le Salesforce, ou à un service web ou à REST. C'est basé sur l'Enterprise Integration Platform. Je peux l'embedder dans mon application. Ça va? Encore une fois, key concept. OK. Premier quiz, okay? Loose coupling. Okay? Tantôt, j'ai parlé de loose coupling. Avec ce que j'ai dit maintenant, est-ce qu'il y en a qui ont une idée un petit peu comment on va adresser le loose coupling? Non? Quelqu'un essaie? Bon. Finalement, c'est les services d'intégration sur OpenShift, okay? Que je vais vous montrer comment déployer, comment créer des services d'intégration sur OpenShift avec Fuse. Cross-functional team. OpenShift permet le multi-tenancy, okay, puis l'isolation de ressources par équipe. Okay. Donc, on va s'assurer que les containers développés par une équipe sont isolés, okay, puis toute l'équipe peuvent travailler ensemble, collaborer, mais ça n'impacte pas le travail des autres équipes, tant au niveau sécurité qu'au niveau utilisation de ressources. Résilience, un autre concept des microservices, comment OpenShift va aider à ce niveau-là. C'est vraiment Kubernetes qui va faire la magie derrière pour répliquer les différents services, okay, aux bons endroits, puis s'assurer qu'on a, par exemple, la haute disponibilité, et ainsi de suite. Pour les technologies hétérogènes, on utilise Docker pour ça. Okay. L'écosystème Docker est gigantesque. Il y a des milliers et des milliers de projets Docker. Il y a des bonnes choses et des mauvaises choses. Okay. Il faut regarder encore une fois qui publie le container. Mais on peut se servir à peu près tous les langages de programmation, beaucoup d'outils packagés sur Docker déjà qui peuvent être déployés dans OpenShift. Bon, Product Not Project, c'est vraiment plus la culture et le processus d'affaires d'entreprise. Ce n'est pas une question d'outils. Scaling, OpenShift peut faire du auto-scaling. Et intégration au niveau de Jenkins pour l'automatisation, puis au niveau Maven. Bon, le premier produit, un autre nouveau produit ici, c'est vraiment un outil pour développer des containers localement. Okay? Le Container Development Kit. C'est un nouveau produit de Red Hat. Okay? Ça ne coûte rien. Okay? Si vous recherchez Red Hat CDK, vous allez le trouver. C'est pour déployer localement des containers. Qu'est-ce que c'est? Okay? Bon, finalement, on peut aller sur le site web puis le downloader sur Developers, Red Hat Developers. Qu'est-ce que c'est à la base? Ça, c'est les prérequis. Okay? Ça vous prend un host. Okay? Un host qui roule un de ces OS-là.
que ce soit macOS, Windows, Fedora ou Red Hat Linux. Ça vous prend un engin de virtualisation, que ce soit VirtualBox, VMware ou KVM. Ça prend Vagrant pour gérer les engins de virtualisation. Ça, c'est la base, ça vous prend ça. Le CDK, c'est ce qui va par-dessus ça, c'est tout ça. Okay? Finalement, c'est OpenShift in a box. Okay? C'est une distribution de Red Hat Enterprise Linux. Okay? Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais on a développé un programme maintenant pour Red Hat Enterprise Linux qui vous permet d'utiliser sur votre poste de travail Red Hat Enterprise Linux sans frais, sans souscription. Okay? Ben, en fait, avec une souscription, mais une souscription qui ne coûte rien. Puis, c'est Red Hat Enterprise Linux qui roule. C'est les services de Docker pour vos containers. Kubernetes, packagé dans la boîte. Et finalement, une interface pour déployer vos applications. Okay? Tout ça géré par OpenShift. En fait, c'est optionnel. On peut démarrer le CDK qu'avec le stack de base, si vous voulez gérer Kubernetes vous-même, ou avec OpenShift, qui est une couche de gestion par-dessus Kubernetes puis Docker. Okay? Comment l'installer? C'est archi compliqué. J'ai essayé de montrer un petit peu la complexité ici de l'installation. Finalement, s'assurer qu'on a les prérequis, on download et on fait Vagrant Up. Okay? Voilà, c'est installé. Alors, vous pouvez installer OpenShift en 5-10 minutes, là, si vous avez les prérequis. L'autre produit que j'ai utilisé beaucoup de produits, vous allez voir, c'est le Red Hat JBoss Developer Platform. Okay? Ça, ce que c'est un tech preview présentement, c'est pas encore officiellement supporté. Finalement, vous connaissez JBoss Developer Studio? Non? Oui? C'est des plugins à Eclipse, qui est un IDE de développement, un environnement de développement. Alors, c'est plusieurs outils ensemble. Okay? C'est tout ce qu'il vous faut pour développer des containers. C'est le CDK, que j'ai parlé tantôt. C'est Vagrant, pour gérer le CDK. C'est VirtualBox comme engin de virtualisation. Cygwin pour les outils Windows, les outils Linux sur Windows. Eclipse Docker Tooling, alors des plugins à Eclipse pour faire la liste des containers Docker, aller voir ce qu'on a des containers Docker et ainsi de suite. Et c'est JBoss Developer Studio qui n'est pas là, qui est l'IDE de Red Hat. Présentement, ça roule seulement sur Windows en Tech Preview. Ça devrait être disponible sur Windows et OS X prochainement. Ça roule pas sur Red Hat? En fait, c'est vraiment un outil qui est fait pour les développeurs, pour rouler sur le poste de travail. Okay? Alors, la question, c'est ça ne roule pas sur Red Hat. Alors, la majorité des développeurs présentement roulent ou bien sur Windows ou bien sur OS X localement. Okay? Linux, ça va être la prochaine, mais on focus avant sur les plateformes du côté client qui sont le plus utilisées finalement. Okay? Pour Linux, je ne sais pas. Pour ça, c'est en bêta, là, alors d'ici 3-6 mois, ça devrait être là. C'est disponible présentement, je l'ai installé, je vais vous le montrer. Là. Okay? C'est disponible, mais c'est bêta. Bon. Qu'est-ce que c'est qu'une application Kubernetes? Okay? Je peux-tu pointer? Oui. Alors, à la base, c'est les pods. Okay? Les pods, c'est vraiment l'enveloppe Kubernetes par-dessus vos containers. Okay? Puis c'est là que votre code applicatif va rouler. Okay? Alors, votre code applicatif est déployé dans un pod Kubernetes. Un ou plusieurs pods. Okay? Alors, un pod peut avoir, par exemple, une application JBoss, peut avoir une base de données MySQL, peut avoir une application Ruby, peu importe. Okay? Puis Kubernetes met des outils de gestion puis des outils de scheduling par-dessus ça. Okay? Alors, il y a la notion de Replication Controller. Okay? Alors ça s'assure, par exemple, qu'on a de la haute disponibilité. On peut dire à Kubernetes, je veux 6 fois cette application-là déployée sur 3 nodes différents. Okay? Alors, le Replication Controller va monitorer l'application et s'assurer qu'elle roule tout le temps 6 fois. C'est les Persistent Volume ici, claim et les volumes. Par définition, un container, c'est immuable. Okay? Alors, si vous storez des données dans un container et le container meurt, qu'est-ce qui arrive? Bye-bye. Okay? Il n'y en a plus de données, ils sont perdus. Okay? Si vous faites un changement de configuration à l'intérieur d'un container puis le container meurt, parti. Okay? Puis par définition, un container, c'est fait pour mourir souvent et être reparti souvent. Okay? Alors, pour une base de données, c'est pas terrible okay, de stocker des données qui vont mourir à chaque fois. Ce que les Persistent Volume font, ça permet de monter un disque externe dans un container, finalement. Okay? Donc, plusieurs instances d'un container peuvent réutiliser les mêmes données. Okay? Donc, on peut avoir, par exemple, MySQL dans un container qui va écrire dans un Persistent Volume. Si le container MySQL meurt, un autre part, il va reprendre le même Persistent Volume pour les données. Okay, tout simplement.
L'autre notion de Kubernetes, c'est la notion de service. Okay? Puis c'est important, c'est vraiment la notion application. Okay? Alors, une application peut être constituée de plusieurs pods. Okay? Je peux avoir, comme j'ai dit tantôt, mon UI, ma couche service, ma couche base de données. Je peux avoir 10 ou 15 pods qui constituent mon application. On ne veut pas que les clients de cette application-là, que les autres software qui utilisent cette application-là soient obligés de connaître où sont ces 10-15 pods-là qui sont répliqués partout, qui peuvent bouger. C'est pas gérable pour un client. Okay? Alors, la couche service de Kubernetes, ce que ça permet de faire, c'est une interface qui ne bouge pas, okay? Qui permet d'accéder à l'ensemble des pods qui constituent l'application. Okay? Alors, c'est vraiment l'assemblage, finalement, des pods en une application utilisable à l'externe. Ça vous va jusqu'à présent? Oui? D'autres couches qu'on rajoute, nous, chez Red Hat, par-dessus Kubernetes, finalement, okay? C'est la notion de route et de SDN. Okay? Un service, c'est bien beau, mais pour l'exposer à l'externe, ça prend une façon réseautique, finalement, d'accéder au service. C'est ce que la route est, finalement. Okay? Donc, on va utiliser les services DNS, on va utiliser du Software Defined Networking pour router le trafic vers le bon service. Okay. Puis du côté Application Packaging puis Build, okay, il y a plusieurs choses ici qui sont clés aussi. Le Deployment Configuration va permettre, par exemple, de dire « je veux un rolling deploy okay? ». Ça, c'est par exemple, si j'ai 6 fois mon application puis je mets une nouvelle version, mais avec une stratégie de rolling deploy, il va arrêter les 6 containers un après l'autre, okay, puis mettre la nouvelle version. Comme ça, il n'y aura pas de downtime. Il va s'assurer qu'il y a tout le temps au moins un container qui répond jusqu'à temps que les 6 containers aient upgradé à la nouvelle version. Okay? Ça peut être des choses comme ça qui sont mises dans Deployment Configuration. Je pourrais mettre du AB aussi, ce qu'ils appellent, ou du Blue-Green. Alors, je pourrais mettre les deux versions en parallèle, puis les laisser là jusqu'à ce qu'il y ait une intervention manuelle qui dit « c'est beau, je suis prêt à passer à la nouvelle version, on switch le trafic ». L'autre notion qui est importante, c'est le Build Configuration, finalement. Okay? On introduit la notion de Source to Image, finalement, pour les développeurs. Okay? Pour, par exemple, quelqu'un qui fait du Java, okay? Quelqu'un qui fait du Ruby. Pour lui, ça ne change rien qu'il le fasse pour un container ou pas. Le Source to Image, qui est lui-même un container, va s'assurer et faire tout le packaging, le déploiement en container pour le développeur. Okay? Alors, c'est des fonctionnalités qui sont déployées sous forme de container Docker qui utilisent Kubernetes pour builder une application Java, par exemple, en container. Puis l'autre notion, Image Stream. Okay? Puis encore une fois, je m'excuse, c'est pas un cours de base sur les containers, mais dans les containers, des fois, on dépend de d'autres containers. Il faut aller chercher des containers existants. Okay? Par exemple, j'ai une application Java, j'ai besoin de Tomcat, mais Tomcat va rouler en container. Avec mon Image Stream, je peux dire où aller chercher Tomcat. Okay? Je peux dire Tomcat est dans tel registre, sous telle version, va me chercher Tomcat là. Okay? Alors, en gros, c'est comme ça qu'on fait une application Kubernetes. Okay? Beaucoup de morceaux à faire, beaucoup de morceaux à assembler. Deux petits slides sur les cycles de vie. Okay? Alors, du côté du poste de travail, okay, du côté d'un développeur, okay, comment ça fonctionne? Les services. Okay? Ce que j'appelle service ici, c'est vraiment ce qui roule dans le pod. Okay? J'aurais dû utiliser un autre terme, mais c'est vraiment service dans le sens de microservices. Okay? Alors, un développeur, dans un workflow typique, va faire son code source, builder localement, faire des tests. Peu importe la technologie, peu importe que ce soit container ou pas, c'est un cycle de vie typique. Okay? C'est rien de nouveau, j'espère. Il y a une autre étape qui se rajoute, bâtir l'image Docker pour dockeriser ou containeriser, si on veut, le service en image Docker. Okay? L'autre étape qui se rajoute, il faut publier cette image-là dans un registre. Okay? Le registre Docker, finalement, expose cette image-là aux différents environnements et on peut utiliser l'image, on peut instancier l'image en container. Okay? C'est un peu où on va stocker les images, où on va stocker les différents containers. Et finalement, il faut le déployer. Okay? Puis ça, là, je parle vraiment de local. Là. Je ne parle pas d'aller jusqu'en production. Là, je parle sur le poste de travail. Okay? Un workflow d'un développeur devrait être quelque chose comme ça. Quand on parle du monde Kubernetes, on a aussi la notion d'application. Okay? Donc,
il y a ce qu'on appelle des templates à créer. Okay? Les templates, c'est les deployment config, c'est les build config, c'est les replication controllers qu'on a parlé tantôt. Okay? Alors, comment on veut que l'application soit répliquée, comment on veut que l'application soit buildée, comment on veut le déployer, on veut-tu rolling deploy ou pas, comment on s'assure que l'application est en vie, et ainsi de suite. Alors, tout ça, c'est des templates. Okay? Ces templates-là vont aller chercher des images dans le registre Docker, finalement, pour démarrer l'application. Okay? Alors, sur OpenShift, on déploie la template. Okay? La template, par exemple, va avoir Tomcat, va avoir un WAR Java, tout déployé en container. Ben, on va aller le chercher dans le registre Docker au runtime et on va déployer ça sur notre environnement. Si on met des outils là-dessus, ben, finalement, la dernière étape, une fois qu'on est prêt à ça, on fait un commit, puis le commit, c'est un trigger finalement pour la suite du processus. Ça vous va? OK. Alors, certains outils, si on met des outils sur les différentes étapes que j'ai mis là, alors tout ce qui est application template, okay, c'est le monde de Kubernetes, Eclipse ou JBoss Developer Studio pour bâtir le code source de l'application, bâtir les images, ici j'utilise STI, mais il y a plusieurs façons de faire. Le registre, c'est une notion de Docker, puis le déploiement au runtime, ça va être sur OpenShift. Okay. La dernière partie du cycle de vie, c'est qu'est-ce qui arrive, là c'est vraiment simplifié, une fois qu'on a fait le code commit. Okay? Là c'est beau, on a fini sur notre laptop, sur notre desktop, mais j'espère que ça ne reste pas là. Okay? Sinon, votre compagnie a probablement un gros problème. Okay? Alors, à partir du commit, on bâtit l'application, on crée ce qu'on appelle un release. Okay? Un release, c'est l'application est prête à être déployée aux environnements de test, de pré-prod, de prod et ainsi de suite. Okay? Ce release-là est poussé, par exemple, au registre Docker QA et déployé dans l'environnement de QA. Il y a des tests qui sont effectués. Quand c'est prêt, on prend le même release, on l'envoie en prod, par exemple. Ça pourrait être un cycle de vie. Okay? Vraiment simplifié, mais ça pourrait être un cycle de vie d'une application par container. Même chose pour les templates. On fait un commit qui est déployé dans le release et qui est envoyé en QA et en prod. Ça vous va? Puis typiquement, pour orchestrer toute cette pipeline-là, on utilise un orchestrateur. Okay? Là, j'ai mis Jenkins, mais il y a plusieurs outils pour faire ça. Les autres outils que je rajoute, au niveau release, on entend souvent parler d'Artifactory ou de Nexus ou de ce qu'on appelle des Type 2 repositories. Il y en a d'autres qui existent aussi. Alors, c'est les outils qui sont souvent utilisés dans le monde DevOps. Okay? Question là-dessus? Non? Une question? Oui. Gradle, est-ce que c'est quelque chose qui est pris en considération? Oui, Gradle peut être utilisé comme outil de build, finalement. Oui. Nous, typiquement, on utilise Maven dans nos produits, mais il y a moyen d'utiliser Gradle aussi pour faire ça. Donc, quiz time. Alors, avec tous les outils que j'ai faits ici, comment je fais pour rouler mes containers localement? Ça va être facile. Non, personne? 3 lettres. CDK. Yeah, 1 point. Okay. Comment on package les containers? Hey, un autre point. Comment on les teste, je n'en ai pas parlé. Okay? Je voulais en parler au début, mais ça faisait trop de stock pour la présentation d'aujourd'hui, ça pourrait être un autre sujet. Des outils comme Archaeon, il y a d'autres outils aussi qui existent pour tester les containers. Comment je fais pour spécifier la configuration dans mes templates, puis typiquement avec des variables d'environnement. Okay? Dans le monde des containers qui sont immuables par défaut, il faut que j'utilise par exemple des variables d'environnement pour affecter leur comportement. C'est la façon typique. L'isolation des processus et runtime, Docker et aussi les fonctionnalités de l'OS derrière, par exemple SE Linux et les C-groups de Linux. Comment je fais pour y découvrir les services Kubernetes? OK. Question? Non? Oh là là. OK. On va essayer ça. J'ai le CDK d'installer. Est-ce que vous pouvez voir si c'est assez gros ou... Oui, ça va? OK. Alors, j'ai le CDK d'installer. OK. Le CDK utilise Vagrant. Je ne sais pas si vous êtes familier avec Vagrant, mais c'est un orchestrateur de VM. Finalement, on peut orchestrer plusieurs VM, démarrer des VM, configurer des VM avec Vagrant. Alors, il utilise Vagrant pour communiquer avec VirtualBox. OK. Puis, j'ai VirtualBox qui roule... je m'excuse la résolution, là. J'ai VirtualBox qui roule ici. Voilà. Okay. Puis dans VirtualBox, ici, j'ai mon CDK finalement qui roule, qui est une instance de Red Hat Enterprise Linux. Okay.
Là, ce que je vous montre, c'est l'ensemble du JBoss Developer Platform. Alors, je suis sur Windows, ça va juste sur Windows présentement. Okay, alors, je peux interagir. Alors, je suis sur ma machine. Je peux utiliser des commandes de Docker typiques. Par exemple, Docker Info. Ça me donne toutes les infos de mon environnement Docker. Okay, alors, j'ai 124 containers qui roulent présentement sur ma machine. Quand on parle de container sprawl, je suis juste local, j'en ai 124. 140 images et ainsi de suite. Okay? Alors, ça me donne des informations sur mon environnement Docker. Qu'est-ce que je peux faire aussi? Je peux faire Docker Images pour voir toutes les images que j'ai déployées. Bon, la résolution est un peu grosse ici, là, mais normalement, je pourrais voir mes différentes images, d'où ils viennent, okay? La version et ainsi de suite de toutes mes images qui sont déployées dans mon environnement. L'autre chose que je peux vous montrer, je peux faire un Docker Search, okay? Par exemple MySQL. Ben, ça me donne les différentes images MySQL qui sont disponibles dans tous les registres Docker que j'ai accès. Okay? Si je fais un Docker Stat, ouais, c'est ça, Docker Stats. Alors, j'ai OpenShift. OpenShift roule en container dans la VM du CDK. Alors, OpenShift lui-même est un container. Alors, je peux faire Docker Stats sur mon container OpenShift. Okay. Puis ça me donne ici l'utilisation de la mémoire d'OpenShift et l'utilisation du CPU, et ainsi de suite. Okay. Alors, je peux aller voir tous mes containers, combien de ressources j'utilise, et ainsi de suite, directement sur mon laptop ici. Je peux aussi... j'ai enlevé, ouais, Docker Remove. Ouais. Je peux aller me chercher. Alors, ce que je vais faire ici... OK. Je vais rouler... Je vais utiliser une commande qui s'appelle Docker Run. OK. Je lui donne un nom à mon container, je l'appelle DevToolset. Je vais chercher le container qui est le Red Hat Software Collection, pour ceux qui connaissent Linux. Finalement, c'est une instance de RHEL en container, avec les outils Software Collection. Puis j'ai dit, fais la commande uname-a, tout simplement. Okay? Alors là, il va me démarrer, il va aller me chercher l'image Docker, il va me démarrer le container, il va effectuer uname-a sur le container. Okay? Voilà. Okay? Alors, il a tapé la commande uname-a sur le container qui vient de démarrer dans mon environnement Docker. Ça vous va? Oui? Pardon? Oui, il roule encore. Oui, oui, il est là. Là, je pourrais faire un bash dans le container, par exemple, puis aller dans mon instance Linux, dans mon container directement. Je pourrais changer plein de choses qui vont disparaître quand je vais le mettre, quand le container va mourir. OK? Je peux faire aussi, la commande est assez longue, là, je vais faire un copy-paste pour aller chercher, voilà. Je peux prendre un container spécifique. OK? Puis là, ce que j'ai dit, je prends un container OpenShift, puis donne-moi les ports qui sont utilisés par OpenShift. Alors, il me donne les ports comme un container écoute. OK? J'ai plein de commandes comme ça que je peux utiliser. Finalement, j'ai un environnement complet Docker qui roule sur ma machine. Si je vais dans l'IDE, alors ça, c'est notre IDE qui est basé sur Eclipse. Êtes-vous familier avec Eclipse? Oui. Avec les outils Docker ici, je peux par exemple me connecter sur mon environnement. Okay? Si je regarde mes serveurs qui roulent ici, là je suis désynchronisé, mais ils roulent. Mon CDK roule. Okay? Je peux aller voir ce qu'il y a sur OpenShift directement à partir de mon environnement de développement. Okay? Je vois mon projet OpenShift avec mes différentes applications qui roulent, mes différents services qui sont exposés, les pods qui roulent derrière mes différentes applications. Je peux voir avec l'outillage Docker, je peux aller chercher tous les containers qui roulent sur la machine directement dans l'IDE pour un développeur. Même chose au niveau images, je peux voir toutes les images Docker qui sont disponibles. Okay. Je peux prendre par exemple un projet ici sur OpenShift et regarder les différentes propriétés okay, de ce projet-là. Alors tantôt on parlait de build config, de deployment config. Ben, j'ai l'option ici d'updater directement mon build config puis mon deployment config dans l'IDE. Okay. Si je fais un changement, okay, par exemple à mon application, là ici c'est une application Java traditionnelle qui roule sur un serveur JBoss EAP. Okay. Si je fais un changement sur mon application, la résolution est un peu spéciale, là, mais disons qu'au lieu de Super Ticket Monster, je mets Montréal Tech. Oups, pardon. On save.
Je me souviens plus s'il faut que je fasse code commit ou non, mais en tout cas, je peux tout simplement démarrer un build à partir de mon environnement ici. OK, start build. Et puis là, je vois que finalement, Kubernetes a démarré un pod, OK, qui va builder mon application. C'est ce qu'on appelle le source to image. Et cette application-là va remplacer mon application existante, OK, dès que le build va avoir fini. OK, le vrai workflow, je le démarrais localement. OK, je m'assurais que mon changement il fonctionne et tout. Et après, je créerai un container avec le start build ici pour le pousser sur OpenShift. OK, pour s'assurer que mon changement fonctionne aussi en container. Alors, le build roule. Je peux regarder directement dans mon IDE, encore une fois, mon build log. OK, alors, ça me donne mes différents... ce qui arrive dans mon build ici. Encore une fois, ma résolution ici, à cause du projecteur, là, c'est un petit peu gros, là, mais on voit qu'il va chercher tous mes dépendances Maven et ainsi de suite. Là. OK? Alors, si je veux créer un nouveau projet, OpenShift, okay, je peux tout simplement faire File New, OpenShift Application. Je me connecte sur mon serveur OpenShift local. Il me valide mes credentials. Il va me chercher mes différentes templates que j'ai installées. Okay? Dans un environnement corporatif ou chez vous, vous allez avoir vos propres templates pour vos applications, logiquement. Mais là, j'ai dit, moi, je veux, je sais pas, une application de base Java. Okay? Alors, je remplis les paramètres de ma template. Okay? Ici, j'ai rien à faire. Je pense que je peux y aller tel quel. Okay? Il va aller me chercher sur GitHub. Là, je prends juste une démo de JBoss, là, mais ça pourrait être n'importe quelle application. Je fais Next. Voilà, Finish. Et il va me créer mes différents artefacts Kubernetes. Alors, le service, la route, l'image stream, le build config, le deployment config que j'ai parlé tantôt. Et il va me créer aussi un projet dans mon IDE avec mon code applicatif que je peux déployer dans le container. OK? On va le laisser faire un peu. Pendant qu'il roule, je peux vous montrer mon environnement OpenShift. Alors, j'ai mon projet ici que j'ai parlé tantôt. Mon but ici, c'est de ne pas faire un démo d'OpenShift. On l'a déjà fait dans les logs, mais on peut certainement, ceux qui sont intéressés, on peut s'en reparler par la suite. Là. Mais en gros, j'ai mon projet ici EAP que je viens de créer. Il m'a déjà créé un service, Kubernetes, puis il est en train de builder l'application ici, la première version de l'application. OK? Alors, il est déjà en train de me builder dans OpenShift mon application. Ça, c'est des applications que j'avais déjà. Ticketmonster, on l'a vu tantôt. Vous voyez, il vient de faire un déploiement. Il vient juste de redéployer mon container. Okay. Dans OpenShift, directement, je peux aller voir mes containers qui roulent. Je peux avoir les logs, je peux aller directement sur le terminal et ainsi de suite. Là. Okay. Alors, j'ai toutes mes informations pour mon application qui roule en container. Encore une fois, tout ça roule localement. OK? Alors, lui, il continue là, à aller chercher toutes les informations sur GitHub, à downloader ça localement. Il fait les différences, et ainsi de suite. Là. Okay, il va finir un jour. Nope. OK. Ça ne sera pas long. On va laisser finir. Si on revient ici, en fait, si on revient à l'IDE directement, non, je ne peux pas. Si je reviens ici, je vois tous mes containers qui roulent. Je peux voir la topologie de mon projet aussi, si je reviens ici. Je peux voir tous les différents artefacts Kubernetes dans mon projet. Okay. Alors, mes pods qui roulent avec mes replication controllers et ainsi de suite. Je vois la relation entre mes différents containers sur mon poste de travail. Et ainsi de suite. C'est toutes les fonctionnalités d'OpenShift. En fait, c'est OpenShift qui roule tel quel. Okay. L'autre chose que je peux vous montrer pendant que ça roule, supposons que j'ai fait mon code commit, puis je suis prêt à envoyer ça en prod, okay, à partir de mon poste de travail. Ben là, logiquement, dans une entreprise, on va avoir par exemple un serveur Jenkins. Okay. Alors ici, j'ai mon serveur Jenkins qui monitore les jobs. Attendez un peu. Ah, ils sont ici. Voilà. Alors, pour déployer sur OpenShift, tout ce que j'ai à faire, c'est de démarrer un build. Okay? Ça, normalement, ce n'est pas sur le poste de travail d'un développeur. Ici, ça l'est, mais normalement, ça serait sur un environnement de build intégré, par exemple. Okay? Alors, je pourrais démarrer mon serveur Jenkins. Mon pipeline,
C'est assez terrible, là, la résolution. Mon pipeline est en 3 étapes. Okay? Ce que je fais un build de l'application. Je fais un Docker build. Le Docker build, ce qu'il fait, il va créer le container Docker et créer un release qu'on parlait tantôt. Et il va pousser mon container Docker sur un registre. Okay? Dans le cas de mon exemple, ici, j'utilise Nexus sur Amazon comme registre central. Okay? Et après ça, la 3e étape, c'est create cube JSON. Il va créer finalement la template qui va être déployée sur OpenShift, qui est un OpenShift ici plus production, plus QA. Et la template va aller chercher dans mon registre Nexus mes différents containers pour aller les instancier sur mon environnement OpenShift. Ça va? J'essaie de mettre ça simple. Là. Alors si je regarde, tu vois le Docker build ici, il continue, il est terminé. Alors si je vais sur mon Nexus, alors je peux voir sur mon Nexus, je vais me loguer sur Nexus. Je peux voir ici, j'ai 3 registres Docker. Okay. J'ai 3 registres Docker. All, finalement, c'est un registre groupé qui intègre tous mes autres registres. Local, c'est mon registre local. Puis proxy, c'est s'il faut rechercher des images sur un autre registre. Okay. Lui, il me proxy sur, par exemple, le registre de Red Hat ou le registre de GitHub, de Docker Hub, pardon. Okay. Alors, si je regarde dans mon registre local, okay, je vois ici mon image Sales Report Profile, qui est l'image que j'ai poussée là, avec mon Jenkins. Là. Je vois qu'elle est là dans mon registre local sur Nexus. Okay. Alors, de mon poste de travail, j'ai poussé directement mon image Docker sur Nexus. Et puis là, sur mon environnement de production d'OpenShift, ben, je pourrais, en fait, il m'a déployé automatiquement il est en train de me déployer ici mon Sales Report. Non, il l'a déployé. Mon Sales Report, là, mon application directement sur mon OpenShift de QA, par exemple. Question? OK. J'ai des exemples aussi avec Fuse et ainsi de suite, mais je pense que ça va aller pour maintenant. Vous allez un petit peu un overview. Là. Je ne sais pas si vous avez d'autres choses que vous voulez regarder, vous voulez voir. Non, ça va? Bon, mais Marco.